Allons à Kosiam où la première dame a accordé une audience à une délégation de l'IPPF présent à Ouagadougou pour la 94e session du comité exécutif de son bureau régional. Les membres de la Fédération internationale de la planification familiale sont venus dire merci à Chantal Compaoré pour les efforts qu'elle déploie en faveur du bien-être familial au Burkina Faso. Salinana. La délégation du Bureau Afrique de la Fédération internationale de la planification familiale, IPPF, est venue traduire sa reconnaissance à la première dame du Burkina Faso pour ses actions en faveur du bien-être de la femme et de l'enfant. Présente à Ouagadougou dans le cadre de sa 94e session du comité exécutif du Bureau Afrique, la délégation a profité de l'occasion pour présenter à la première dame du Faso la première femme africaine élue présidente de l'IPPF. Nous voulons aussi la remercier pour son travail en faveur de la santé de la mère et de l'enfant. Nous avons aussi de voir comment, n'est-ce pas, cette question de planning familial peut être améliorée parce que cette question, ce problème-là peut influencer le bien-être de la femme. Et vous savez que si la femme, la mère, n'est pas bien portante, c'est toute la famille qui ne se porte pas bien. Donc nous voulons aussi remercier le président du Faso et le gouvernement pour le soutien. Nous les remercions pour le prix qui nous a été accordé avant-hier. Et nous voulons aussi remercier le gouvernement pour le soutien apporté aux associations membres. Et nous sommes très contents des conclusions de cette réunion et nous remercions encore une fois de plus la première dame pour cette audience. Chantal Compaoré soutient l'association burkinabé pour le bien-être familial qui est membre de l'IPPF dans ses activités visant à offrir à tous ceux qui sollicitent les services de la structure en matière de planification familiale et de la santé sexuelle et reproductive. Elle salue cette marque de considération de l'IPPF à son endroit. Vous savez que le Burkina Faso s'est engagé vraiment à Londres il y a 2 ans de cela, lors du sommet de Londres, pour le planning familial et c'est un peu cette petite récompense de nos efforts que monsieur le président est venu nous apporter ici ce matin. Et je ne peux que les remercier d'être venus au Burkina Faso, d'être venus aussi voir ce que nous faisons au Burkina Faso, le positif, et la lutte continue, nous sommes sur les chantiers. L'IPPF est présente dans 172 pays dans le monde, dont 42 en Afrique subsaharienne. Une partie des difficultés financières de la Commission électorale nationale indépendante vient d'être résolue. Le gouvernement vient en effet de lui octroyer 11 milliards de francs CFA. Les fonds doivent servir à la poursuite des opérations devant conduire aux élections présidentielles de 2015. Des précisions avec Éléonore Yerbanga. Avec les responsables des partis politiques et des organisations de la société civile, la Commission nationale indépendante livre les conclusions de sa rencontre avec le Premier ministre le 17 mars dernier. Les inscriptions budgétaires sont en place et la CENI peut alors démarrer la mise à jour du fichier électoral. Le gouvernement a débloqué les sommes d'argent pour qu'on engage donc les opérations de mise à jour du fichier électoral, de recensement des Burkinabés de l'étranger, et à fin des opérations électorales pour le scrutin de 2015. On est environ à une somme de 11 milliards, grosso modo, qui est débloquée par le gouvernement à la date d'aujourd'hui. À l'ordre du jour de cette rencontre, les informations relatives aux opérations de révision du fichier électoral du 30 avril au 30 juin et des échanges avec tous les acteurs intervenant dans le processus électoral. Globalement, les réponses que le président de la CENI a données nous satisfait à ce stade, disons, des choses. Nous restons vigilants parce qu'il ne s'agit pas d'être optimiste, il s'agit de suivre au jour le jour les informations et le déroulement des activités qui garantissent effectivement que tout
doit se faire normalement. Ce que nous retenons, c'est pouvoir porter cette information à nos militants, pouvoir porter cette information à tout le peuple burkinabé afin qu'ils puissent réellement s'impliquer pour que ce fichier révisé puisse prendre en compte le plus grand nombre des Burkinabés. Dès le 28 mars, les équipes de démembrement seront déployées sur le terrain et recevront une formation sur leur rôle et mission avant l'arrivée des équipes d'enrôlement. Des équipes composées de Burkinabés recrutés et formés en tant qu'aide opérateurs, opérateurs de kits et de superviseurs. Allons maintenant à Wayugia. La cité de Nabakango a servi de cadre mardi dernier au lancement de la tournée de la Cour des comptes. Les membres de cette structure qui veillent sur l'orthodoxie financière iront à la rencontre des gestionnaires des 13 régions du Burkina. Des précisions sur la rencontre de Wayugia avec Herman Toué et Brice Kientega. Cette rencontre entre les premiers responsables de la Cour des comptes et les gestionnaires de la région du Nord marque le début d'une tournée dans les 13 régions du Burkina. Ils vont échanger sur le fonctionnement, les attributions et les missions de la Cour des comptes, juridiction supérieure en matière de contrôle financier. L'objectif de notre mission, c'est de venir échanger avec les gestionnaires de deniers publics, qui sont nos principaux justiciables, et échanger avec eux pour les aider à mieux améliorer leur devoir de rendre compte. Comme vous le savez, la Cour des comptes est la juridiction supérieure du contrôle des finances publiques, mais elle est également un conseil pour l'administration. En même temps que nous contrôlons, nous conseillons l'administration. Donc en échangeant, cette fois-ci, le but essentiel, c'est de conseiller les gestionnaires des deniers publics qui sont la société. Cette rencontre est une opportunité pour les participants qui vont mieux découvrir l'institution. La Cour des comptes qui est la structure qui doit contrôler la gestion des affaires publiques en matière financière est là aujourd'hui pour nous permettre de comprendre comment nous allons pouvoir expliquer tout ce que nous faisons aussi aux citoyens qui nous ont mandatés et aussi nous montrer comment ils contrôlent notre gestion. Donc, je crois que c'est dans ce sens qu'il faut voir l'intérêt de cette rencontre. Ces échanges vont renforcer la capacité des participants en matière de gestion de l'administration et des finances publiques. La Cour des comptes, de par ses missions, constitue un instrument de transparence et de bonne gouvernance. La Banque africaine de développement, elle, veut prendre en compte les préoccupations de ses partenaires de l'UEMOA. Beaucoup se plaignent en effet de la lourdeur de ces procédures et la rencontre que la BAD a initiée à Ouagadougou devrait permettre de résoudre la question. Yolande Lompo. Cette concertation entre la Banque africaine de développement et les différentes parties prenantes nationales de l'UEMOA sur la révision des procédures d'acquisition vise à créer un cadre réglementaire afin d'assurer la protection des données individuelles et bancaires pour éviter d'éventuels dérapages. Et à cette rencontre, il sera également question de s'assurer que les fonds octroyés par la BAD aux différents pays seront utilisés à bon escient. Parce que si on tient compte ce que la société civile, qui est le plus proche de la population, voit comme préoccupation au niveau des règles de la banque, si on prend en compte ce que l'administration de gérer ces projets-là, les gestionnaires de projets eux-mêmes, donc pour le citoyen lambda, c'est une plus grande assurance que les règles de la banque vont permettre de mettre en œuvre les projets de manière plus rapide, de manière plus efficace et de manière la plus transparente possible. Les propositions qui seront faites par les différentes parties prenantes, que sont les entreprises, la société civile, l'administration publique et le secteur privé, devront permettre à cette banque multinationale dont le siège est à Tunis de s'assurer que cette révision prend en compte leurs préoccupations pour une plus grande simplification et une plus grande efficacité dans la mise en œuvre des opérations. Allons à présent à Bobo Dioulasso où nous attendent Fousseni Kindo et toute l'équipe déployée dans la ville de Sia pour vous faire vivre la Semaine nationale de la culture. Bonjour Fousseni, à vous l'antenne.
Viviane Tiendrebego, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous suivre en direct de la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso pour les échos de la Semaine nationale de la culture Bobo 2014. Pour la 4e nuit de compétition hier à la Maison de la Culture, les femmes de Tiebélé et Sali Drabo du Sourou ont simplement émerveillé le public. Et puis, deux jeunes dames comptent au tir à l'arc surplanter les hommes. Et en page entretien, Samuel Ouedraogo est là pour répondre à nos questions. Samuel est plasticien. Il viendra nous donner sa vision de cet art, mais également des œuvres qu'il produit. Et cela dit, à la 4e nuit du Grand Prix national des arts et des lettres, art du spectacle, sur la dizaine de troupes qui a donné à voir du beau et de l'artistique à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso, Sali Drabo et les femmes de Tiebélé ont simplement émerveillé le public. Images et commentaires avec Ali Traoré. La compétition pour le Grand Prix national des arts et des lettres, art du spectacle pour adultes chez Pénal, poursuit son bonhomme de chemin. Les troupes artistiques se succèdent sur la scène et créent différentes sensations. Chacune d'elles essaie de mettre du sien pour espérer remporter ce jeu pénal. C'était la même ambiance qui prévoyait ce mercredi 26 mars 2014 à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. C'est d'abord la troupe Kouelilougou, un chœur populaire du Naouri, qui a planté le décor. Créée en 2001, cette troupe qui est à sa 4e participation a fait vibrer le public de la soirée. J'ai beaucoup apprécié les troupes ce soir, particulièrement les femmes de Tiebélé. Elles m'ont beaucoup impressionné. J'ai vu des dames nous épater, soulever la salle pratiquement ce soir. La dame du Sourou, Sali, les dames de la province de Naouri ont vraiment soulevé la foule. Je pense qu'elles pressent bien, je pense qu'elles sortent de l'ordinaire, nous montrent qu'il y a encore quelque chose. Voilà, contrairement à ce qu'on dit, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout perdu, quoi. Puis à la troupe d'Endjormé de Kamti en danse traditionnelle et de Sali Drabo du Sourou en vedette de la chanson traditionnelle de montrer leur savoir-faire. J'ai apprécié la troupe de Kamti. Au niveau des représentations des régions, que cela porte sur l'expression directement des danses ou de la musique des traditions ou tous autres éléments, je suis impressionné. Le clou de la soirée est intervenu avec la création chorégraphique de la troupe Racine du Oué. Ce spectacle intitulé La vie décrit les étapes suivies par l'être humain depuis la naissance jusqu'à la vie adulte. La danse chorégraphique a ce qu'il y a de magnifique dans les expressions corporelles. Hier, à l'Institut français de Bobo-Dioulasso, 3 groupes de danseurs chorégraphiques ont produit des spectacles aux thématiques actuelles, comme sur la souffrance, les enfants de la rue et des questions existentielles qui se posent à l'humain. Christine Koulibaly est allée voir ça pour nous. On suit son compte rendu. En marge de la compétition officielle de la Semaine nationale de la culture, 3 troupes chorégraphiques se sont produites sur la scène de l'Institut français. Une occasion qu'on donne au public de découvrir ou de redécouvrir ces troupes. Il s'agit de la troupe Naba Yadga, de la troupe Akama et celle de Siadon du Oué. Chacune dans sa mise en scène a abordé une thématique. Et si la troupe de Siadon du Oué a mis en exergue la question de la solidarité, celles de Naba Yadga et Akama se sont intéressées à la situation des enfants de la rue. Le fait que je suis dans la danse, quelque part on m'appelle aussi enfant de la rue. Donc ça ne me plaît pas du tout. Et quand je vois un enfant qui souffre, par exemple, en train de quémander dans la rue, ça me fait très mal. Voilà pourquoi nous avons décidé de véhiculer ce message vraiment. Et le public a bien apprécié. Je pense que j'ai compris ce qu'ils veulent dire. En fait, ça parle d'abord de la famine, ça parle des enfants de la rue, ça parle de l'union. Cette soirée, je l'ai vraiment aimée. J'ai eu beaucoup d'émotions en regardant le spectacle. J'ai vraiment aimé. C'est une bonne idée de faire venir les troupes ici avec moins de pression. Puis c'est sympa avec un éclairage différent aussi.
C'était bien, j'avais vu les spectacles auparavant, je les ai redécouverts aujourd'hui sous un autre jour, c'était bien. Ainsi, selon ces chorégraphes, au-delà du spectacle qu'ils font vivre, ils véhiculent des messages à travers le langage du corps pour sensibiliser l'opinion publique sur les maux qui minent la société. Le langage du corps, le plastique, également le plastique qui est le matériau sur lequel travaille Samuel Ouedraogo, notre invité. Bonjour Samuel. Oui, bonjour Monsieur Kindou. Vous êtes plasticien et vous avez été lauréat de la Semaine nationale de la culture. Vos œuvres ont pris un certain élan à partir de la Semaine nationale de la culture. Parlez-nous de vous en tant que plasticien, votre domaine de prédilection. Pour moi, mon histoire avec la SNC a commencé depuis les années 2000. J'ai commencé la SNC avec la bande dessinée. Au fur et à mesure, je me suis lancé dans les arts plastiques. De la bande dessinée, je suis passé au batik, d'où j'ai eu à faire une formation au centre d'art à Ouara. Actuellement, j'ai un plus. Au fait, en plus du batik, je me suis lancé dans la peinture. Comme quoi, vous êtes un artiste accompli, complet. Bon, on ne peut pas dire qu'on est un artiste accompli. Chaque jour, lorsqu'on travaille, on remarque que chaque jour, il y a une certaine recherche, un aboutissement dans le domaine. Donc chaque jour, on essaie de faire valoir notre potentiel artistique. Et donc, de la bande dessinée au batik, en passant par la peinture, il y a du chemin que Samuel a parcouru. Et aujourd'hui, comment vous voyez dans l'ensemble les arts plastiques au Burkina? On a comme l'impression que vous n'êtes pas très bien vu. Oui, c'est une triste réalité, mais les arts plastiques ne sont pas vraiment bien valorisés au niveau de la SNC. Il va falloir revoir ce volet. Ce n'est pas comme les arts du spectacle. Il va falloir amener les gens à plus s'intéresser, la population, aux œuvres d'art et aussi travailler afin que les artistes puissent valoriser la richesse, le potentiel culturel du Burkina à l'extérieur. Parce qu'un peuple ne peut pas avancer sans sa culture. Si nous prenons les pays européens ou les États-Unis, nous pensons que ce sont des pays qui dominent le monde à travers l'économie. Non, c'est juste un voile. Les États cherchent à imposer leur culture aux autres. Et on le remarque dans le quotidien. Nous avons ça dans nos plats, dans notre manière de nous habiller. Cela est une manière de dominance. Donc c'est à notre tour aussi de faire valoriser notre culture à l'extérieur. Donc à chacun d'y œuvrer pour l'évolution et la valorisation de la culture du Burkina. Oui, et en ce qui concerne les arts plastiques, par exemple, les œuvres qui sont primées à la Semaine nationale de la culture, est-ce qu'elles ont une seconde vie après la Semaine nationale de la culture? Est-ce qu'elles sont promues sur le plan national, international? Par exemple, vos œuvres. Bon, ce que moi je souhaiterais, c'est qu'on essaie d'organiser une tournée nationale pour les œuvres en art plastique. C'est vrai que ça demande un coût, mais c'est nécessaire. La population doit savoir le potentiel artistique. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas réellement ce que nous faisons. Voilà, il va falloir faire une tournée dans les différentes provinces. Quelle forme, genre un vernissage, une expo? Voilà, un vernissage d'exposition et exposer pourquoi pas même s'il n'y a pas de salle d'exposition au niveau du Burkina, il n'y a pas assez de salles d'exposition. Même à l'air libre, on peut faire quelque chose de beau. L'essentiel est d'approcher le public au plastique. L'essentiel est d'avoir la volonté et l'imagination, le talent, la créativité des artistes fera le reste. Oui. Oui. Et pour cette Semaine nationale de la culture, est-ce que vous avez des arts en compétition, en fait des œuvres en compétition? Oui, j'ai 2 œuvres en compétition. J'ai une œuvre en batik et une œuvre en peinture. Et vous comptez encore supplanter les autres? Bon. C'est votre souhait? Je ne peux pas dire que je vais supplanter les autres. En fait, le travail artistique
un artiste ne peut pas dire qu'il est supérieur à un autre artiste. Chacun a sa réflexion sur le thème donné. Maintenant, le problème maintenant, c'est au niveau des membres de jury qui vont décider qui est premier, deuxième ou troisième. Mais quand tu es premier, ça ne veut pas dire que tu es supérieur aux autres artistes. C'est souvent le thème qui fait la nuance au niveau du choix du jury. Merci à vous, Samuel, d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes artiste plasticien, lauréat de la Semaine nationale de la culture également en compétition pour cette édition. Et vous restez avec nous pour la suite de cette page spéciale SNC. À l'écoute des anciens recueils de contes de l'abbé Herman Sanon, un ouvrage plein de leçons, de sagesse pour la jeune génération, vient d'être présenté hier au public à l'Institut français de Bobo Dioulasso. L'abbé Sanon en a profité également pour présenter deux autres de ses ouvrages de contes, comme quoi le conte parle de ce que nous sommes, de ce que nous avons. Moumouni Baro est allé suivre ses dédicaces pour nous. On suit son compte rendu. Des anciens, la soirée de contes d'ici et d'ailleurs et paroles de sagesse d'un clair de lune. Ce sont là 3 recueils de contes que le père Herman Philippe Sanon met à la disposition du public dans le cadre de la 17e Semaine nationale de la culture, Bobo 2014. Selon l'auteur de ces recueils, le conte est un instrument éducatif mais aussi ludique qu'il faut à tout prix préserver. À cela, il faut ajouter que le conte est le miroir de la société dans laquelle il est énoncé. Le conte est le fruit de toute une culture, il parle de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Et ces réalités, c'est à nous de discerner ce qui est vrai et ce qui est faux, tout en étant dans la modernité. C'est ce dialogue que le conte doit nous permettre. C'est ce que j'essaie de proposer dans ces contes pour que ces richesses humaines que nous tenons de nos ancêtres ne disparaissent pas. Les contes africains assument pleinement sa dimension pédagogique qui n'est absolument pas réservée aux plus jeunes. Ils proposent des solutions à différents problèmes qui sont fréquemment rencontrés. Le conte a toujours sa valeur dans notre société. Lorsque nous voyons comment, dans les temps anciens, en effet, nos parents, nos grands-parents utilisaient ce genre littéraire, ce conte, pour pouvoir éduquer, former les enfants sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, en donnant des exemples sur l'hyène, sur le lièvre, tout ça. Nous voyons que le conte a toujours sa place aujourd'hui. Afin de faciliter le processus de mémorisation, le conte est très rythmé dans la structure même de la langue et souvent accompagné de chants et de musique. Et c'est dans cette ambiance que les orateurs font preuve d'une mémoire considérable afin d'emmagasiner les différentes œuvres du patrimoine. Les scouts s'invitent à cette semaine nationale de la culture pour entonner des chansons de bravoure, de leadership, mais également des chansons de courage. À l'occasion de cette 17e semaine nationale de la culture, les scouts du Burkina revisitent le répertoire des chansons traditionnelles du Burkina. Fomi Marié, Estelle Judita Sogba. Sans surprise, la région du Sud-Ouest fait du 4 sur 4 dans la compétition de tir à l'arc dans la catégorie des cadets garçons et filles, des juniors et des seniors. Depuis toujours, on a dominé, sauf l'édition 2010, je crois, où le Neyala, par coup de chance, a eu le rouge, le 10, et a remporté. Cette année, on est venu bien préparé fort. Une première participation pour les 2 filles du Sud-Ouest en catégorie cadette. Les seules dames de la compétition, et c'est Oro Ghislaine Oussé avec ses 10 points inscrits qui dévance sa sœur Toto Thérèse Oussé d'1 point pour la première place. Une première participation bien récompensée. J'avais peur même pour tirer. Selon moi, je n'allais même pas gagner là-ci, mais avec Dieu là. Et puis, la force que j'ai exercée là, c'est pas. Si je pars, je vais continuer de m'entraîner pour que l'édition prochaine là, j'ai gagné plus que ça. Toujours en cadet chez les garçons, le jeune Évariste Dabiré essaie et réussit le coup de maître avec 27 points totalisés sur 60 possibles. Le nombre de points le plus élevé de la compétition, toutes catégories confondues. Satisfaction pour ce jeune archer qui avait tout de même la trouille au départ. La première fois, quand je voulais tirer, j'ai eu peur en tout cas. J'ai tremblé, je suis content. Parce que j'ai bien tiré, je serai le premier. Grande expérience par contre en junior avec Kopounen Yen qui allie concentration et précision pour décrocher le titre avec ses 19 points contre 16 pour Madi Togo Kambou. Un trophée de plus pour celui-là même qui tire à l'arc depuis 1995. Le premier prix
Les premiers prix sur Bobo, ça me fait deuxième fois comme ça. Voilà, mais sur les régionales, ça va à peu près 3 fois. Hier, j'avais à peu près 23 points, c'est pour dire que non, ça a diminué. Quelqu'un pouvait me dépasser, mais j'ai une chance. C'est que pour toi, c'est pour toi. Cette année, 24 archers, dont 2 filles, ont pris part à la compétition. Et s'il y a satisfaction chez les cadets garçons notamment, le niveau n'a pas volé haut dans l'ensemble. Le niveau est assez moyen, parce que nous attendions à mieux que cela. Le meilleur doit avoir 60 sur 60 ici. Si vous avez 16, c'est pratiquement un peu le cas. C'est au niveau des poules jeunes que nous sommes satisfaits, compte tenu de leur âge. Et je crois que ce qu'ils ont fait, c'est déjà mieux. Une domination certes du sud-ouest, mais il faut aussi reconnaître que les concurrents de la boucle du Moun, du centre-sud avec le Naouri ainsi que le nord, ont fait preuve de maladresse notoire. Vous l'aurez compris, c'était là la finale de la compétition tir à l'arc où la région du Sud-Ouest a dominé une fois de plus la compétition. À cette semaine nationale de la culture, les habitués de cette discipline ont tenu à garder leur rang et dans toutes les catégories, les chercheurs du pony, du noubiel et de la bougriba ont fait parler de leur précision au tir et c'était un reportage proposé par Yacouba Ouedraogo. On termine donc par les scouts qui s'invitent à cette semaine nationale de la culture pour entonner des chansons de courage, de bravoure et de leadership. Et à l'occasion de cette 17e édition de la semaine nationale de la culture, les scouts du Burkina revisitent le riche répertoire de chansons traditionnelles du Burkina. Fomi Marié, Estelle Judith Assogba. Ce n'est pas une sanction pour eux, loin de là, ces jeunes scouts se forgent à la vie du scoutisme. D'un air jovial, ils s'exécutent aisément tout en assimilant des leçons de paix, d'amour, de respect, de leadership et de bravoure. La culture, comme il fallait s'y attendre, à cette 17e édition de la SNC, les jeunes des hauts bassins entonnent des chansons traditionnelles. Si on ne s'intéresse pas à notre culture, on s'intéresse à des cultures venues et venant d'ailleurs, c'est sûr et certain qu'il risque d'avoir une déperdition. Et nous, on a saisi l'opportunité de la SNC, organiser notre camp pour que les scouts aussi puissent parler de culture. Dans le scoutisme, il y a plusieurs volets de la culture. Entre autres, on peut prendre l'aspect culturel, notamment la danse, les chansons, même les veillées. On demande à l'élément de citer au moins 2 danses de son village, de son ethnie, de dire au moins 2 mots de sa langue et autres. Donc tout cela, ça permet à l'élément à s'intéresser à sa culture. Inculquer des notions de culture à cette centaine de jeunes scouts est une voie idéale pour eux de se découvrir. Déjà, la leçon est bien assimilée. Nous apprenons beaucoup de choses, nous faisons des sessions, des animations, des jeux. Le scoutisme, pour moi, c'est ma vie en fait, puisque je l'adore. C'est un mouvement qui pousse les jeunes à avoir plus de courage dans la vie, qui ont de la volonté. Et bon, on peut dire que ça contribue à la création d'un monde meilleur. Venus du Tui, du Kénédougou et du Oué, ces jeunes scouts vont pendant 5 jours dans ce camp apprendre à découvrir des vrais scouts et à servir leur pays. Voilà, Viviane Tiendrebego, c'était là les échos de cette semaine nationale de la culture pour ce 13h15. Marguerite Douagneau vous retrouve à 20h pour d'autres actualités sur la SNC. Je vous retourne l'antenne pour la suite du journal. Merci à vous et bonne suite de SNC à Bobo-Dioulasso. Chaque année, le Burkina Faso perd 300 000 hectares de terres qui deviennent impropres à toute culture. Pour éviter d'arriver à de telles situations, l'on préconise de protéger l'existant en préservant l'environnement. L'Union internationale pour la protection de la nature s'y est engagée avec l'appui du CILS, de l'UEMOA et de la CEDEAO. Des précisions avec Zalissa Sanfo. L'Union internationale pour la conservation de la nature UICN lance ici son nouveau programme dénommé PAGE, le partenariat pour la gouvernance environnementale. Un programme qui promet de relever les grands défis environnementaux auxquels les pays ouest-africains sont confrontés. À terme,
Il vise l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour les acteurs engagés dans ce programme, la force du PAGE réside dans son ouverture au large partenariat et dans sa vision adaptée au contexte africain. La valeur ajoutée du PAGE tient d'abord dans sa mise en œuvre à travers un partenariat sous-régional. Elle tient également à la mobilisation d'une expertise internationale qui va rayonner sur l'ensemble de la sous-région. Elle tient ensuite à la mise en réseau de l'ensemble des projets qui existent, puisque ces projets-là sont conduits par qui? C'est l'ABN, c'est la CEDEAO, c'est l'UEMOA, c'est les États. Les acteurs réunis veulent peaufiner les différentes stratégies d'intervention pour assurer la réussite de ce programme. Mais, selon Salif Ouedraogo, la réussite de tous les projets et programmes environnementaux passe par l'engagement de tous. C'est nous, c'est les populations auprès de qui ces programmes vont s'adresser. C'est les acteurs au niveau central, au niveau décentralisé. C'est nous qui devons faire de telle sorte que l'apport technique, financier, en termes de connaissances de l'UICN et des partenaires-là ne soit pas quelque chose de perdu. Le programme PAGE va durer 5 ans et il est financé à plus de 3 milliards de francs CFA par la coopération suédoise. Former les jeunes à la biosécurité devrait permettre de protéger l'environnement. Pour les étudiants en management et développement durable de l'ISIG, c'est chose faite. Les responsables de cette université privée ont organisé une conférence sur la biosécurité avec l'UICN, l'UEMOA et le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Claudine Bikaba. Permettre aux étudiants en management et développement durable de l'Université Aube Nouvelle de mieux appréhender les réalités des questions environnementales au Burkina, c'est l'objectif de la tenue de cette conférence débat au sein de l'université sur la biosécurité. Une initiative du fondateur qui se soucie de l'encadrement de ses étudiants qui doit aller au-delà de la formation théorique. Nous avons l'habitude, en tout cas, d'anticiper à travers nos offres de formation. L'Université Aube Nouvelle a cru bon de solliciter la participation du ministère à cette conférence-là pour que les débats soient riches et que les étudiants se sentent en tout cas bénéficiaires de leur apport. Parce que nous avons eu la possibilité de venir participer à cette rencontre, nous nous sommes dit que c'était l'occasion de partager les connaissances, non seulement avec les étudiants, mais aussi avec les autres acteurs qui sont là et qui permettent aujourd'hui de faire en sorte que la question environnementale connaisse une bonne avancée aujourd'hui. Une autre préoccupation du fondateur, c'est de permettre à ses étudiants d'être en contact direct avec les acteurs clés de cette filière. Il est soutenu dans cette démarche par l'Union internationale pour la conservation de la nature, le ministère de l'Environnement et l'UEMOA. Le sujet auquel l'ISIG traite aujourd'hui est primordial au niveau de la mise en œuvre de la politique en matière d'amélioration de l'environnement. Donc c'est normal que l'UEMOA, qui a un partenariat déjà avec l'ISIG, intervienne. C'est donc un cadre de partage d'expériences, mais aussi d'apprentissage de nouvelles connaissances qui vont renforcer le background de ces étudiants. Sur le site de la mine d'or d'Essakan, l'exploitation tient compte de la protection de la nature. Le ministre Salif Ouedraogo a pu s'en rendre compte. Il y a une réhabilitation progressive de l'environnement sur le site et au terme de sa visite, il a formulé des recommandations pour un meilleur traitement des résidus chimiques de l'extraction minière. Le point avec David Dabiri. Les responsables de la mine d'or d'Essakan ont reçu un visiteur de marque ce mercredi 19 mars 2014. Le ministre en charge de l'environnement et du développement durable, venu s'enquérir de l'état de gestion et de protection de l'environnement, conformément au cahier de charges de la société minière. Après les conseils d'usage sur les règles de santé et de sécurité jugées indispensables, place à la visite guidée. De la fosse à ciel ouvert à l'entrepôt du traitement des déchets industriels, en passant par ces montagnes de terre morte, résidus d'une extraction journalière de près de 150 000 tonnes de terre, le ministre et ses plus proches collaborateurs ont pu se faire une idée
de l'état de dégradation de l'environnement et des techniques de réhabilitation progressive mises en place sur le site. Ma visite aujourd'hui à Sakan, première mine en exploitation au Burkina Faso, pionnier dans le domaine, a été très enrichissante parce que je me suis rendu compte que, indépendamment de l'activité traditionnelle d'exploitation de l'or, cette entité a déjà anticipé dans la réhabilitation de l'environnement. Parce que de manière générale, le dispositif qui existait était que la réhabilitation n'intervenait qu'une fois la mine clôturée. Personnellement, je suis contre cette approche. Je veux que progressivement, toute l'évolution, si on se rend compte qu'il y a une nécessité de réhabiliter, qu'on puisse trouver les moyens humains et financiers pour que la mine réhabilite. Donc, l'approche de Sakan est l'approche la plus idoine. Des performances de réhabilitation appréciables, certes, mais que dire du traitement des produits chimiques après utilisation dans la chaîne d'extraction du métal jaune? Sur la question, le visiteur du jour a formulé des recommandations pour plus de rigueur dans leur gestion. En matière de sécurité des produits chimiques, là, des efforts soient faits pour que les populations aux alentours n'aient pas d'impact négatif. Que tout ce qui peut être fait pour circoncire les incidences ou les effets induits là soit minimisé. Cette visite du ministre sur les installations de la mine d'or de Sakan est le début d'un processus qui devra à terme permettre au ministère de s'imprégner de l'état de l'environnement sur tous les sites miniers du Burkina Faso, l'objectif étant de susciter un partage d'expériences sur les pratiques innovantes en matière de protection environnementale. Semafo va procéder bientôt à l'extension de sa mine. Le village de Dangouna qui est touché doit donc être relocalisé. La Société minière d'Afrique de l'Ouest a procédé à la reconstruction des logements des populations concernées. La remise officielle des infrastructures a eu lieu en présence du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Retour sur la cérémonie avec Francis Tien. Comme cette dame, ce sont au total 665 chefs de ménage qui bénéficieront gratuitement de logements grâce à la Semafo. Entièrement financé par la Semafo à hauteur de 2,2 milliards de francs CFA, le projet s'étale sur une superficie d'environ 60 hectares. Offrir des logements décents aux populations riveraines de la mine, c'est l'objectif visé par la société minière. C'est de faire en sorte que les populations riveraines de la mine ne sentent pas la présence de la mine comme un impact négatif. C'est que la mine soit une opportunité. Du côté des autorités comme des bénéficiaires, l'initiative de la Semafo est à saluer. Je voudrais en tout cas féliciter et remercier donc la direction de la Semafo qui s'est engagée donc dans le cadre de sa politique de relocalisation des populations, a opté donc pour la construction des logements en reconstituant un peu ce que les populations avaient sur leur site. Aujourd'hui, la population de Daouna a eu l'habitat, et l'habitat de qualité. Donc vous comprenez pourquoi j'ai dit que je suis heureux. Je remercie les autorités. Je suis contente pour cette maison que je viens d'acquérir. En plus des logements, la Semafo a prévu des infrastructures communautaires pour les populations sur le site. Pour éviter tout problème, la compagnie minière entend respecter l'ancienne disposition spatiale sur le terrain. Le ministre de l'Habitat a invité les populations bénéficiaires à prendre soin de leur logement. Après le Mouhoun, les autorités ont procédé au lancement de l'exploitation de la mine d'or de Siao dans les Balais. La Semafo compte y extraire son premier lingot d'or bientôt. On commence à arriver dans le minerai où on commence à extraire l'or. On pense sortir l'équivalent en arriver à un rythme dans le deuxième trimestre, un rythme de 70 à 80 000 tonnes de minerais par mois. Les autorités de la localité comptent déjà sur l'appui de la mine pour le développement des SIO. Ils ont pris connaissance de notre PCD, qui est notre plan quinquennal de développement. Et ils nous ont promis en tout cas de prendre une part très active dans la réalisation de ce PCD. L'exploitation de cette nouvelle mine prolongera ainsi le contrat qui lie la Semafo à l'État burkinabé. Les populations de Dagouna disposent certainement d'eau potable. À Tanguenda-Souri, le problème est crucial. Tous les acteurs du domaine se sont donc réunis pour élaborer les stratégies qui vont leur permettre d'étendre la couverture en eau potable à toutes les localités de la commune rurale. Yolande Lombo.
cadre d'interface qui mobilise les différents acteurs de l'eau, ce forum sur l'approvisionnement en eau potable, deuxième du genre après celui de février 2013, vise à faire un bilan ainsi que des propositions pertinentes afin d'élaborer des politiques et stratégies pour une meilleure couverture en eau à Konki Ipala et Tanguin d'Assouri d'ici 5 ans. Nous avons un besoin de près de 68%. Aujourd'hui, nous sommes autour de 23% de satisfaction, mais nous voulons dans les années à venir que nous puissions atteindre les 100%. Près de 33 pompes à motricité humaine sont en panne et pour la mise en œuvre de sa réforme, une cellule intercommunale a été installée pour veiller aux grains. Et la commune rurale de Tanguin d'Assouri, qui a en charge la gestion du parc hydraulique, se doit de sensibiliser les communautés dans la gestion des ouvrages. Quand on parle de gouvernance de l'eau, on responsabilise les acteurs locaux dans la gestion des installations hydrauliques. Cela voudra dire aussi qu'ils devraient participer financièrement à travers des cotisations dont les taux sont fixés de manière consensuelle avec l'ensemble des acteurs, ce qui permet aussi de signer des contrats de maintenance préventive et curative avec des artisans réparateurs, afin que le nombre de pannes ne soit pas fréquent. Plus de 250 acteurs issus de différentes associations œuvrant dans le domaine de l'eau ainsi que des ONG participent à cette réflexion. Objectif, soutenir la commune à travers la pérennisation de son projet eau et assainissement. Un mot de sport à présent et pour en parler, nous nous rendons au stade municipal de Ouagadougou. C'est là que l'ASFA Nyenenga et COSAF ont croisé les crampons. La rencontre qui comptait pour la 9e journée du face au foot s'est soldée par le score d'1-0 en faveur de l'ASFA Nyenenga. Retour sur le match avec David Kafandou. C'est en présence de l'Ivoirien Lago Bailly, le nouveau coach de l'ASFA Nyenenga, que le champion en titre a disputé son match en retard face aux académiciens de COSAF. Beaucoup d'occasions pour les deux équipes en première mi-temps, mais aussi des maladresses devant les buts. COSAF se montre menaçant et se signale à la 30e minute avec Mohamed Ouedraogo. Réplique asphasienne à la 40e minute. Bachirou Ouedraogo se joue du marquage de Ismaël Zagré, mais but sur Boubacar Ouedraogo. 0-0 entre les deux équipes à la pause. En seconde période, l'Alpha pousse, COSAF subit et commet beaucoup de fautes. Sur ce coup franc joué par Rachid Kaboré à la 67e minute, Bachirou Ouedraogo dévie. Daniel Yovo, bien inspiré, parachève l'action d'un beau geste technique. COSAF 0, ASFA Nyenenga 1. Les académiciens courent derrière l'égalisation, mais but sur le montant de Mohamed Kaboré. Score final, COSAF 0, ASFA Nyenenga 1. Une fois encore, Dieu nous a accordé ces 3 points. Et je pense qu'avec l'aide de Dieu, l'ASFA a démarré. Le championnat est relancé. Vous savez, erreur d'inattention au niveau de la surface de réparation, ça ne pardonne pas. Avec les grandes équipes comme l'ASFA, ils ont des joueurs qui ont un peu d'expérience. Donc ils ont profité de la naïveté de mes défenseurs et puis pour marquer. Grâce à cette victoire, l'ASFA Nyenenga quitte la 10e pour la 9e place au classement du face au foot et s'éloigne de la zone rouge. C'est tout pour le 13h15 de ce jeudi 27 mars. Excellente suite de programme sur la RTB. Bon après-midi à tous et à toutes.